Économie Le Mac sur i24 News. Soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, qu'est-il arrivé au Brésil? Croissance disparue, une inflation qui bat des records et cette sécheresse dévastatrice pour la 7e économie mondiale. Bref, rien ne va plus, y compris pour la présidente Dilma Rousseff avec le scandale de corruption Petrobras. Pourra-t-elle faire avaler la pilule austérité? Le point dans un instant. Et puis le marché de la chirurgie esthétique qui prend de l'ampleur à Gaza. Botox ou lifting, l'offre est bien là, la demande aussi. Mais qu'en est-il des tarifs? Découverte dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant cela, l'essentiel de l'actu économique internationale. D'abord en Europe, Mario Draghi monte au créneau pour défendre le programme d'achat d'actifs de la BCE, lancé officiellement lundi. 1100 milliards d'euros, on le rappelle, pour stimuler inflation et croissance. Pour le patron de la Banque Centrale Européenne, cet assouplissement monétaire pourrait aussi avoir un effet protecteur pour les pays de la zone euro, en leur évitant une contagion de la crise grecque. Les rendements souverains du Portugal et d'autres pays anciennement en difficulté diminuent malgré la crise grecque. Cela suggère que le programme d'achat d'actifs protège peut-être les pays de la zone euro d'une contagion. Nous sommes conscients des risques pour la stabilité financière, mais ils sont contenus. Les réactions du marché montrent que notre programme peut fonctionner. Un propos tenu à Francfort ce matin. Alors en parallèle de la politique monétaire, l'autre levier pour les Européens, c'est celui de l'investissement. Hier, le plan d'investissement proposé par le président de la Commission Jean-Claude Juncker a reçu l'approbation des ministres des Finances. Bruxelles espère mobiliser 315 milliards d'euros sur 3 ans pour relancer la croissance et l'emploi. Plusieurs États ont annoncé leur contribution, la France, l'Allemagne et l'Italie, à hauteur de 8 milliards chacun, en plus de l'Espagne avec 1,5 milliard. Je souhaite un large soutien, bien sûr, du Conseil au plan d'investissement, parce que le plan d'investissement, c'est la réponse dont nous avons besoin pour faire face au principal handicap de l'économie européenne. Et cet handicap, c'est le déficit d'investissement. Il est maintenant clair que tous les États membres partagent le même point de vue avec la Commission. Nous avons vraiment besoin d'investissement. Et tous les États membres sont prêts à des compromis. La France fait des jaloux. Paris a obtenu hier un nouveau délai pour atteindre l'objectif de déficit, 3% du PIB maximum prévu par le pacte de stabilité. 2 années supplémentaires accordées donc par Bruxelles. Et du coup, c'est l'Irlande qui demande, elle aussi, à ses partenaires plus de flexibilité budgétaire. Dublin est parvenu à faire descendre son déficit de 12,6% du PIB il y a 4 ans à 2,9% seulement attendu pour cette année. J'agis dans l'intérêt irlandais. Je n'essaie pas de profiter de la latitude que la France a obtenue. Mais si vous donnez de la latitude à 6 ou 7 pays européens, dont la France, nous souhaitons le même traitement et cela serait dans le respect des règles. Voilà, et d'ailleurs, si la France profite de son 3e sursis depuis 2009, Bruxelles maintient la pression avec des objectifs de déficit bien précis. Écoutez. La France doit maintenant intensifier ses efforts, à la fois sur le côté budgétaire et les réformes structurelles. Le pays doit maintenant donner suite à la recommandation d'ajustement structurel de 0,5% du PIB cette année, 0,8% en 2016 et 0,9% en 2017. Et toujours à propos de la France, sachez que plus de 74 000 emplois ont été détruits dans l'Hexagone en 2014, des chiffres définitifs publiés ce mercredi par l'INSEE. Des nouvelles aussi de Dassault, bénéfice net en baisse l'an dernier de 38% à 283 millions d'euros, en raison surtout d'un recul des livraisons de jets d'affaires Falcon. Mais l'horizon s'éclaircit pour le groupe aéronautique français, puisque ces mêmes Falcon ont fait l'objet de commandes en nette progression ces derniers mois, 90 contre 63 en 2013, pour un total de 4,6 milliards d'euros, en parallèle bien sûr du premier contrat export pour le Rafale avec l'Égypte. Et puis des images de la nomination de Tidjane Thiam à la tête du Crédit Suisse. Il remplacera fin juin Brady Dougan. À 52 ans, ce franco-ivoirien d'origine sénégalaise par son père dirigeait jusqu'ici l'assureur britannique Prudential. Polytechnique, école des mines dont il est sorti major, il fait partie des patrons les plus respectés de la City. L'action Crédit Suisse est d'ailleurs envolée de plus de 7% après l'annonce. Prudential gère 120 milliards de dollars d'actifs. J'ai travaillé à la Banque mondiale, dans l'équipe de direction. Je suis très confiant, je n'ai aucune inquiétude.
C'est un Brésil en perte d'illusion qui s'apprête à affronter une difficile phase de récession, doublée d'austérité. Tous les voyants clairement aujourd'hui sont au rouge. Inflation, panne de croissance, des destructions d'emplois aussi jamais vues depuis 6 ans. Et pour alourdir le tableau, la sécheresse de ces derniers mois qui paralyse la production d'électricité. Fraîchement réélu, Dilma Rousseff doit aussi affronter le scandale de corruption du géant pétrolier Petrobras. Anthony Lesme. Séisme, tempête, tsunami, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier l'affaire Petrobras. La première compagnie du pays est accusée, ainsi que plusieurs entreprises du BTP, d'avoir payé des pots de vin à des politiques pour obtenir des marchés. Au total, 34 parlementaires devront répondre de leurs actes devant la justice, dont notamment les présidents du Sénat Renan Calheiros et de la Chambre des députés Eduardo Cunha, membres tous les deux de la coalition gouvernementale. Le parti de la présidente Dilma Rousseff n'est pas en reste. Un ex-directeur de Petrobras se livre. J'ai reçu une part et le Parti des travailleurs une autre part. Peut-être 150 ou 200 millions de dollars. Ancienne PDG de Petrobras et ministre de l'énergie au moment des faits, Dilma Rousseff a été mise hors de cause par la justice. Reste qu'une partie de l'opinion reste sceptique sur son innocence et demande sa démission. Une marche de protestation est prévue le 15 mars. Il existe une campagne pour expulser Rousseff du pouvoir. C'est une campagne qui a commencé depuis qu'elle a gagné les élections, mais qui n'a aucune base légale. Le mouvement s'est amplifié à la lumière des différents scandales autour de Petrobras et des difficultés rencontrées par le gouvernement en matière d'économie. Fragilisée politiquement, Dilma Rousseff est en difficulté pour appliquer son programme d'austérité. Il sera plus difficile pour elle de réduire les allocations de retraite et de chômage sans provoquer colère ou exaspération. Nous faisons tout pour obtenir un redressement maximum avec un minimum de sacrifices. Ce processus va perdurer le temps nécessaire pour rééquilibrer notre économie. Mais comme nous avons des bases solides et que les difficultés sont conjoncturelles, nous espérons une première réaction déjà pour la fin du second semestre de cette année. Interrogés par la Banque centrale brésilienne, des économistes se montrent plus pessimistes. Le pays devrait vivre une récession de 0,58% en 2015. Déjà en février, le pays carioca a perdu plus de 80 000 emplois, faisant culminer le chômage à 5,3%. Un climat difficile, marqué aussi par la hausse de l'inflation, qui sur un an a augmenté de 7,7% et qui pèse sur le portefeuille des ménages. Le Brésil doit pourtant alléger sa dette et préserver la confiance des marchés, au risque de subir une hausse de ses taux d'intérêt. La crise pourrait alors durer. La récession en vue donc pour Brasilia cette année, après déjà un premier épisode sur 2 trimestres l'an dernier. En ligne avec nous, un expert de l'Amérique latine, Carlos Kenan, bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment enseignant-chercheur et vice-président de l'Institut des Amériques, Université Paris 3. Alors on a énuméré les nombreuses difficultés actuelles du Brésil, croissance, inflation, sécheresse, corruption. Est-ce que le Brésil est en route pour une longue période de vache maigre, de récession ? Bon, une longue période, je ne sais pas, parce que, disons, en principe, il est très difficile de prévoir l'environnement international. Il y a des revirements importants, disons, au possible, disons, d'ici 1, 2, 3 ans. Mais c'est vrai que sur le point de vue de la dynamique domestique interne, effectivement, on voit mal par où la croissance peut rebondir. Disons que la dégradation de la conjoncture, les résultats, certes, d'un environnement international défavorable. Les prix des matières premières ont baissé ces derniers temps, les capitaux ne vont plus au Brésil comme ils le faisaient auparavant, mais surtout, elle est bloquée, cette croissance-là, par les blocages internes. Et effectivement, là, s'ajoute une politique d'ajustement qui, à court terme, disons, devrait se traduire par une récession, peut-être modérée, mais une récession quand même en 2015. Ouais. Alors justement, Dilma Rousseff appelle ses compatriotes à faire des sacrifices temporaires, l'austérité, et elle prévient qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats rapides. D'abord, est-ce que les Brésiliens peuvent l'accepter ? Et puis, est-ce que c'est vraiment la seule solution, la rigueur, avec les exemples qu'on connaît en Europe ? Pas très efficace. Disons que, je commence par la fin, disons, la seule solution, c'est probablement, oui, la seule solution compte tenu du fait que le Brésil doit rétablir sa crédibilité auprès des marchés internationaux, compte tenu aussi du fait que il y a une dégradation de la situation budgétaire qui s'est produite au cours de ces derniers semestres, disons, et il doit recomposer la situation sous peine de voir de nouveau la dette commencer à augmenter, alors qu'ils avaient bien maîtrisé cette question-là. Et la dette publique, par exemple, parmi les fondamentaux positifs au Brésil, c'est pas un pays très endetté, mais il faut rétablir un excédent primaire plus important. Et puis, effectivement, il est difficile de faire autrement aussi lorsque l'environnement international n'est pas favorable et que
Et en plus, il y a pas mal de distorsions, de déséquilibres à corriger. Par exemple, des prix administrés qui ne reflètent plus la réalité. La question que se pose, c'est si ça peut être plus ou moins dur, plus ou moins brusque ou de façon plus graduelle. En tout cas, ça va être difficile de faire autrement. Et puis pour ce qui est de l'acceptation que ces politiques peuvent avoir, disons qu'on est face à une situation un peu paradoxale. Normalement, c'est un gouvernement qui vient d'être élu, qui devrait avoir la légitimité justement qui résulte de ça, mais effectivement aussi cette crédibilité de Dilma Rousseff s'est vue affectée par d'autres facteurs tels que le scandale de Petrobras. Donc c'est une partie difficile que le gouvernement joue, mais en principe je pense que c'est effectivement jouable, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives et que dans le système politique brésilien, personne n'a intérêt non plus à que la situation se dégrade davantage. Ouais, une économie qui doit aussi se diversifier sans doute. Merci beaucoup Carlos Queinan pour ces explications. Allez, direction la bande de Gaza, un secteur est en plein essor, celui de la chirurgie esthétique. Un praticien formé en Europe constate un afflux grandissant de patients. Lifting, cure de botox, la demande est bien au rendez-vous, avec des tarifs certes modérés, mais pas forcément accessibles à tous. Johanna Citruc. Devant le cabinet du docteur Zanine, les patients sont de plus en plus nombreux. Rien d'étonnant, il est le seul chirurgien plastique de Gaza à avoir suivi une formation européenne. Grâce à ses 30 ans d'expérience, il soigne des blessures de guerre, mais pratique aussi des interventions purement esthétiques. Nous, les Palestiniens, ne sommes pas une nation qui aime la mort. Nous aimons la vie. Nous aimons la vie et nous nous aimons. Dans notre société, les femmes se soucient de leur beauté pour leurs maris et leurs enfants. De plus en plus, ces journées sont rythmées par des liposuctions, des augmentations mammaires ou encore des liftings. Une femme ou un homme qui a par exemple un grand nez et qui modifie son apparence a tendance à rester seul. C'est encore plus dangereux qu'une vraie maladie. Dans le cas de la maladie physique, on peut prendre des médicaments. Mais avec les problèmes esthétiques, on s'éloigne des gens et on est moins à l'aise dans la société et moins productif dans son travail. Si on corrige sans problème, la personne se sentira mieux sur tous les plans. Pour pratiquer ces opérations de chirurgie esthétique, il faut débourser entre 1 000 et 2 000 $. Pour les injections de Botox, c'est moins cher, aux alentours de 300 $. Des prix relativement bon marché, mais qui restent élevés pour une population dont l'économie est à bout de souffle. À Gaza, le taux de chômage est estimé à 45% et le revenu par habitant ne dépasse pas les 950 $ par an. Le Qatar vient d'annoncer le lancement de la construction de 1000 logements à Gaza. On va passer au Media Watch. Et la high-tech Made in Israël à l'honneur pour cette revue de presse avec le triomphe de l'application Fancino. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Ça s'est passé au Mobile World Congress de Barcelone. Oui, effectivement, Fancino, en fait, c'est une application donc israélienne, vous l'avez dit, qui permet aux artistes de savoir qui écoute leur musique. Donc une plateforme sur laquelle les musiciens peuvent identifier le profil de leurs fans. Ils peuvent donc par exemple savoir s'il y a plus d'hommes ou de femmes, s'ils sont plutôt jeunes ou âgés et où est-ce qu'ils se trouvent dans le monde et ainsi de suite. Et avec toutes ces informations, eh bien, les artistes peuvent essayer de fidéliser leurs auditeurs ou d'en conquérir de nouveaux. Finalement, ça revient plus ou moins à faire une sorte d'étude de marché pour optimiser donc ses ventes et ses bénéfices. Et cette idée, elle plaît, elle séduit puisque donc elle a remporté le prix de la meilleure application de l'année 2015 lors du Mobile World Congress. Donc c'est le plus grand congrès au monde sur l'industrie mobile qui s'est déroulé donc la semaine dernière à Barcelone. Une belle consécration, toujours Johanna, dans le domaine des applications Blendel qui pourrait révolutionner le monde du journalisme en ligne. Oui, il y a quelques années, il fallait acheter un journal pour lire son contenu, même si c'était un seul article. Aujourd'hui, on trouve tout ou presque sur Internet. Du coup, les offres payantes que proposent certains médias ne rencontrent pas un grand succès. C'est là qu'intervient Blendel, une application d'origine hollandaise. Au lieu de faire payer des abonnements sur une durée limitée, sur une durée déterminée, elle propose de faire payer des articles à l'unité. Grâce à son portefeuille électronique, l'utilisateur n'achète que ce qui l'intéresse et surtout, il n'y a aucun engagement. En quelques mois, l'application a déjà conquis quelques 200 000 personnes et uniquement aux Pays-Bas. Ça montre en tout cas que les gens sont toujours prêts à payer, à acheter donc des articles en ligne. Il suffit que l'offre leur convienne, que l'offre soit adaptée. D'ailleurs, l'automne dernier, l'éditeur allemand Axel Springer et The New York Times Company ont investi
3,8, donc près de 4 millions de dollars dans la start-up, donc pour développer Blendel dans d'autres pays ailleurs dans le monde qu'aux Pays-Bas. Qui se poursuit. Et puis direction l'Indonésie, une annonce immobilière originale qui agite la toile. De quoi s'agit-il? Oui, à première vue, l'annonce n'a rien de très exceptionnel. En fait, il s'agit d'une femme qui met en vente sa petite maison sur l'île de Java. Le prix affiché est de 999 millions de roupies. Ça fait un petit peu plus de 70 millions d'euros. Mais quand on regarde cette annonce de plus près, eh bien, on se rend compte qu'il y a une clause qui explique que l'acheteur pourra demander la main de la vendeuse. Ça peut paraître choquant, mais c'est pas si insensé que ça, puisque la femme va pouvoir vendre sa maison tout en restant à l'intérieur, tout en continuant à y vivre. C'est même donc plutôt bien pensé. Ça dépendra quand même sans doute des points de vue. Merci Johanna. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie de Mag revient demain sur i24 News, avec le Japon notamment 4 ans après Fukushima. Restez avec nous, l'info continue.